RCF Charente. Le sens de l'éco. Une formation à l'économie, à la lumière des valeurs sociales chrétiennes, proposée par Philippe Senot, professeur agrégé d'économie, et Jean-Louis Ney, journaliste. L'économie influence considérablement nos vies. D'elle dépendent les biens matériels dont nous disposons, les équipements collectifs que nous utilisons, en un mot, les richesses que nous créons, que nous échangeons et que nous consommons. L'économie dicte un grand nombre de décisions politiques, noircit des pages entières de journaux, occupe souvent une place de choix dans les informations, à la radio ou à la télévision. Et pourtant, l'économie reste, pour un grand nombre d'entre nous, un vague concept que nous ne touchons du doigt qu'au travers de notre travail, de notre revenu, de nos achats divers qui vont de l'alimentation au logement, en passant par les loisirs, l'automobile, etc. Comprise ainsi, l'économie est donc une sorte de substrat sur lequel on mène une vie plus ou moins confortable, selon qu'on se situe dans une tranche ou dans une autre de l'échelle des revenus. Avec ses experts, ses statistiques, ses prévisions et son vocabulaire parfois difficile d'accès, l'économie reste finalement un domaine qui coiffe toute notre vie, mais dont nous avons du mal à appréhender toutes les dimensions. Au travers du sens de l'éco, RCF vous propose une série d'émissions et de podcasts pour découvrir ou redécouvrir, avec Philippe Senot, professeur agrégé d'économie, les grandes notions et les principaux concepts de l'économie, d'abord sur un plan purement technique bien sûr, mais aussi à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. L'objectif est d'éclairer le concept d'une vision éthique faite de recherche du bien commun, de justice, de partage et aussi de respect pour ce qu'utilise et ce que valorise l'économie, à savoir les ressources de notre planète Terre. Le sens de l'éco. Aujourd'hui, c'est quoi l'économie ? Et quand on parle d'un concept, il n'est pas inutile de commencer par essayer d'en donner une définition. C'est donc ce que nous allons nous attacher à faire aujourd'hui en posant à Philippe Senot une question tout simple. Professeur, c'est quoi l'économie ? Vaste question, mais si on essaye d'être, disons, général, on peut dire que l'économie, c'est simplement utiliser des ressources pour produire soit des biens, soit des services dans le but de satisfaire une population. Alors, est-ce que l'économie a toujours existé ? Oui, l'économie a toujours existé. C'était au départ, dans l'homme des cavernes, si on peut simplifier, une économie de subsistance. Il cherchait simplement à avoir à manger, c'était satisfaire un besoin par la chasse. Et puis c'est devenu de plus en plus compliqué. L'économie de l'homme préhistorique, c'est-à-dire la chasse, c'est déjà une action économique, sans qu'il y ait de commerce. Tout à fait. De toute façon, c'est produire un bien ou un service. Donc le service, la chasse, c'est le service de l'alimentation, essayer de trouver l'alimentation de sa famille. C'est de l'économie. Produire de la nourriture, c'est de l'économie de subsistance et effectivement de l'économie auto-consommée, mais c'est déjà de l'économie. Tout à fait. Alors, l'économie qu'on connaît aujourd'hui est beaucoup plus compliquée. Comment est-ce qu'on arrive de cette économie de départ, de subsistance, de simple production de sa nourriture, à une économie aussi sophistiquée que la nôtre ? Alors ça, c'est simplement le progrès humain. C'est-à-dire depuis l'homme des cavernes ou les hommes préhistoriques jusqu'à notre monde moderne, on voit bien simplement par un simple regard les changements radicaux. L'urbanisation, la circulation automobile, l'amélioration de la santé, les loisirs, la consommation. Donc d'une manière générale, l'économie a permis une augmentation considérable du niveau de vie, du confort, de la qualité de vie. Ça s'appelle la croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation globale de la production. Alors qui se mesure par différents instruments, on en parlera, mais il faut augmenter la production pour qu'on puisse répartir cette production sur un maximum de personnes. Donc, si je comprends bien, la croissance économique nécessite de passer par une économie d'échange, c'est-à-dire je dois produire plus que ce dont j'ai besoin pour pouvoir le céder, le vendre, le donner à quelqu'un d'autre. Alors, normalement, oui.
On peut dire que même c'est une tendance générale. Maintenant, on peut imaginer une économie qui soit purement autocentrée, c'est-à-dire quelqu'un qui produise pour lui ou pour sa famille sans qu'il y ait d'échange. Dans ce cas-là, le progrès est limité. On en reparlera, mais l'échange, par définition, augmente et la productivité et la variété des produits par la spécialisation, et donc c'est un bien collectif. Comment est-ce que dans l'histoire de l'humanité apparaît l'économie d'échange et celle de la spécialisation? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, effectivement, il y a quelqu'un qui sait mieux manipuler une matière ou mieux chasser que les autres et qui va donc chasser pour la collectivité ou qui va, j'allais dire, affûter des lances pour les autres, etc. Comment est-ce que ça apparaît dans l'histoire de l'humanité? Alors ça apparaît très progressivement, mais c'est un simple calcul. Un calcul économique d'abord empirique. Quelqu'un va se rendre compte qu'il est beaucoup plus rapide à faire tel objet, à faire tel service, et il vaut mieux passer tout son temps à faire cet objet pour en acquérir après un autre par l'échange. Donc ça s'est fait progressivement tout au long des siècles. On peut dire que le véritable changement, c'est lorsque ça a été théorisé par les théories de l'échange. C'est au XVIIIe, au XIXe siècle, où là, on reparlera de ces économistes libéraux comme Adam Smith, qui montrent que se spécialiser permet, par définition, d'augmenter la production de chacun, puisque chacun va être plus efficace dans un domaine et va échanger son surplus avec un autre. C'est intéressant parce que quand vous me parlez de l'évolution vers l'économie d'échange, vous commencez par me parler de calcul. Et c'est vrai que dans l'économie, il y a beaucoup de chiffres. Est-ce que l'économie est, j'allais dire, consubstantiellement liée au calcul ? Oui, d'une manière empirique, absolument. Mais le calcul n'est pas un calcul, disons, comme objectif, comme maintenant, on va calculer la rentabilité, le profit, calculer à la marge, enfin bon, faire des calculs scientifiques. Là, c'est simplement une observation. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il vaut mieux faire tel produit plutôt qu'un autre et échanger ce produit. Donc, c'est un constat, mais c'est un calcul qui est purement, on pourrait presque dire, égoïste au départ. On regarde son intérêt et après, d'ailleurs, ça va être la démarche des libéraux qui disent que toute personne cherchant son propre intérêt, ça va se transformer en un intérêt général, la fameuse théorie de la main invisible qu'on reparlera. On pourrait presque se placer sur un plan déjà éthique et se dire, est-ce que le premier homme qui a chassé pour son voisin l'a fait par calcul ou simplement par générosité, par envie d'aider l'autre? Je pense qu'il y a certainement les deux. C'est-à-dire que dans tout acte de consommation, un acte économique, comme dit d'ailleurs le pape Benoît XVI, c'est aussi un acte social. C'est-à-dire que dans tout échange, il y a de toute façon un intérêt pour l'un comme pour l'autre. Et puis, il peut y avoir aussi un motif désintéressé. Ça a toujours été la supériorité de l'être humain capable de faire du bien pour le bien, de penser à l'autre. Mais le calcul est à la base quand même de toute l'économie. On peut aussi d'ailleurs calculer le bien qu'on fait à l'autre. Absolument. Ou le faire par calcul. Voilà, et se rendre compte que d'ailleurs c'est une des meilleures approches que l'Église très prophétique a fait sur l'aide au tiers-monde, en disant dès l'époque de Paul VI que aider les pays du tiers-monde, c'est s'aider soi-même, puisque l'on crée des richesses qui vont revenir également dans les pays riches, et que c'est un moyen aussi de croissance d'aider les pays pauvres. De la même manière qu'actuellement avec la pandémie, on sait très bien que si on n'aide pas les pays pauvres à se vacciner, de toute façon on aura des retours de bâton négatifs. Donc l'aide, même désintéressée, est un calcul qui peut être intéressé à long terme, mais c'est un bien général, un bien commun. Alors restons sur le calcul. On parle souvent de science économique. Est-ce que l'économie est une science ? Très bonne question. L'économie n'est pas une science au sens de science exacte, de type physique, mathématiques, A plus B égale C. S'il y a bien des gens qui doivent rester modestes, ce sont les économistes. On s'est souvent trompé, on a fait des hypothèses qui se sont révélées fausses, etc. Ceci dit, c'est une science dans la mesure où il y a du calcul, on en parlait à l'instant, et il y a des raisonnements objectifs, il y a des raisonnements logiques qu'il faut utiliser lorsqu'on parlera des théories de la spécialisation, par exemple, ou du commerce international. On peut faire par des simples calculs mathématiques voir l'intérêt
de faire tel ou tel choix. Pareil pour l'investissement d'une entreprise, ce sont des calculs objectifs, scientifiques, à partir de données chiffrées. Mais ce n'est pas une science exacte au sens, disons, des sciences mathématiques ou physiques. C'est quand même quelque chose d'assez fascinant quand on voit les spécialistes en marketing qui disent si je fais telle campagne de marketing, je vais gagner tant de pourcents de part de marché, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'en économie, il y a des mécanismes qui fonctionnent, est-ce que c'est une sorte de mécanique universelle, l'économie? Alors, là aussi, oui et non. Tout est relatif. Parce que c'est vrai, vous parliez par exemple des commerciaux. Je vais vous donner un exemple. Il est traditionnel de penser qu'en baissant un prix, logiquement, le calcul économique va multiplier les ventes puisque les demandeurs vont demander plus de produits qui sont moins chers. On se rend compte que pour certains produits, c'est le contraire. Il vaut mieux faire un produit cher parce que ça attire paradoxalement et les acheteurs vont dire « Ah, ça doit être de meilleure qualité » ou visiblement il y a quelque chose qui est un plus, donc je vais l'acheter plutôt que le produit moins cher. Et d'ailleurs, ceux qui font des soldes le savent très bien, à partir d'un certain montant de solde, on se rend compte que l'effet est pervers. Donc le calcul n'est pas aussi scientifique qu'il y paraît, il y a des règles. Il y a des règles qu'on peut appliquer pour améliorer la productivité, pour améliorer le profit, mais ça reste quand même des données souvent humaines. Par exemple, toutes les théories sur la manière dont on forme le travailleur, dont on augmente sa productivité, on est passé de données très, très scientifiques, objectives, comme le taylorisme, où il faut gagner du temps sur chaque geste, etc., à des données beaucoup plus sociologiques sur comment motiver en profondeur le travailleur pour le motiver à son travail. On se rend compte que là, c'est plus du tout des données purement objectives, ça reste des données humaines, psychologiques, notamment. Il y a un lien entre économie et psychologie? Complètement. Complètement. D'ailleurs, on verra que les grands théoriciens, c'est le cas par exemple de Keynes, qui est un des grands théoriciens de ces dernières années, là, qui est mort juste en 1946, mais qui est la base de beaucoup d'interventions, montre que les phénomènes psychologiques sont essentiels. C'est-à-dire, par exemple, une simple crainte, comme actuellement avec la pandémie, développe l'épargne, donc ralentit la consommation, donc ralentit l'économie. Donc la psychologie joue un énorme rôle. Les entreprises le savent très bien et lorsqu'ils jouent parfois aussi sur la psychologie, j'ai souvenir d'il y a quelques années d'un bruit qui traînait un petit peu dans le nord de la France en disant que les récoltes de pommes de terre ne seraient pas bonnes. Ce bruit avait été amplifié par une ou deux grandes surfaces et les prix sans grande surprise, les demandeurs se sont précipités pour faire des stocks de patates alors que c'était purement un montage et c'était psychologique. C'est un peu ce qu'on appelle, beaucoup d'hommes politiques appellent la confiance. Et créer la confiance, c'est créer la croissance d'une certaine façon. Voilà, absolument. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre l'économie en équation ? Oui, certains le font. C'est par exemple la grande force ceux qui sont étudiants en sciences économiques à la faculté, où souvent on recrutait à partir de ceux qui avaient des bacs scientifiques. On s'est rendu compte qu'ils faisaient beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire qu'ils oubliaient tout cet aspect psychologique, sociologique. Moi, j'avoue que je fais partie plutôt de cette deuxième catégorie, de ceux qui abordent aussi sous l'aspect humain, psychologique et sociologique, sans oublier, bien sûr, toutes les équations mathématiques, et il y en a. Et il y en a des très sérieuses, notamment les experts comptables sont là pour pouvoir tout de suite montrer du doigt les problèmes qu'il faut régler pour que l'entreprise marche bien, par exemple. Mais il y a tout l'aspect humain et psychologique qui est absolument fondamental et qui prend de plus en plus d'importance. C'est tellement vrai qu'on voit maintenant dans le recrutement des dirigeants, notamment dans les DRH, des personnes qui font des études absolument plus scientifiques, mais qui ont des cursus un peu particuliers. Par exemple, moi, j'ai été étonné de voir que de plus en plus de responsables de DRH avaient fait des études ou des formations en théologie. C'est-à-dire pour voir un petit peu, élever un petit peu l'âme et la réflexion. Donc, il peut y avoir une dimension spirituelle à l'économie ? Complètement. Et je fais partie de ceux qui estiment que l'Église a justement une voix prophétique dans le domaine économique qui perd beaucoup de valeur actuellement. Et c'est peut-être des voix comme la voix de l'Église qui peut montrer la bonne voie, cette fois-ci VOIE, pour l'avenir. Le sens de l'écho. Philippe Senot, Jean-Louis Ney.
Alors, on a vu que l'économie est, d'une manière générale, l'action de valoriser des ressources naturelles pour satisfaire des biens dont on a besoin, à commencer par la nourriture, donc à l'époque de l'économie de subsistance. On a vu que la croissance était permise par l'émergence d'une économie d'échange où chacun se spécialise. On a vu qu'il y a une grande dimension psychologique puisque c'est une action humaine, l'économie, donc il y a une grande dimension humaine et psychologique. L'Église voit l'économie de quelle façon? Alors moi, ce que je retiens, c'est que, quand je me rappelle les évangiles, c'est que Jésus a chassé les marchands du temple. Est-ce que l'Église condamne l'économie? Pas du tout, parce que je pense que l'épisode dont vous parlez, le Christ et puis les marchands du temple, c'est justement par rapport au temple, c'est-à-dire mélanger et l'argent et la religion. Or, ce n'est pas le cas. L'Église a un message à donner en économie, c'est-à-dire qu'elle a des valeurs et des repères. Après, que l'on laisse à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les deux choses. Par contre, l'homme est responsable de ce qui a été créé, de la création. L'homme est responsable de ses frères. Donc, en tant que responsable de ses frères et responsable de la création, il a un rôle économique. Et là, l'Église a un sens à donner, a des valeurs à donner, et c'est à l'homme à essayer d'être après au service de ces valeurs et d'essayer de les mettre en pratique. Est-ce qu'on peut dire, comme le disent certains, que Dieu a laissé à l'homme un monde inachevé et que d'une certaine façon, l'économie, l'action de l'homme sur la nature, c'est l'homme qui complète l'œuvre de Dieu? Ça me semble exactement ça, c'est-à-dire que le Dieu auquel je crois, moi, est un Dieu qui laisse l'homme libre, qui donne à l'homme une responsabilité. Et le simple fait que, par exemple, l'Église soit partisan, accepte la propriété privée, défende la liberté d'entreprendre, c'est rien d'autre que de dire, oui, l'homme est capable d'autonomie, à lui de le laisser créer quelque chose. Et c'est exactement la même raison qui explique que l'Église, qui est tellement portée vers les plus faibles et les plus pauvres, refuse l'assistanat, qui est la diminution de l'être humain. C'est-à-dire, là, l'homme n'est plus maître de lui-même, il dépend d'un autre. Et c'est absolument pas contraire à la volonté d'aider les plus faibles, c'est au contraire laisser les mettre debout, les responsabiliser. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont vraiment aidé les plus pauvres, je pense à des gens aussi célèbres que Mère Teresa ou l'abbé Pierre, c'est des personnes qui savent mettre les gens debout. Pour prendre l'exemple de l'abbé Pierre que j'ai eu la chance de connaître et de voir travailler, notamment en région parisienne, la première chose qu'il fait quand il accueille quelqu'un qui est en perdition, il lui demande absolument rien si ce n'est son prénom, mais il lui dit, dès demain, tu penses, hein, on se lève à 7 heures, on déjeune, et voilà ton travail. C'est-à-dire que c'est tout de suite le mettre debout. Et moi, je trouve ça formidable. Et demander à chacun, c'est un peu comme la doctrine, la devise d'un président américain, tu demandes à l'Amérique de faire beaucoup pour toi, mais que fais-tu pour l'Amérique? Exactement. L'abbé Pierre, d'une certaine façon, a créé une nouvelle forme d'économie. Ah, tout à fait. L'économie à la fois d'aide aux plus pauvres, et puis en même temps, il a quand même appuyé toute son intervention, toutes ses motivations sur le rôle de chacun. Et par exemple, je peux vous raconter une anecdote. J'étais présent pour les 50 ans de son appel d'hiver 54, et l'abbé Pierre est arrivé avec sa petite canne et son béret, vous connaissez le personnage. J'étais présent. Au fond de la salle, il y avait tous les journalistes, un silence extraordinaire. Et j'entendais juste 2 journalistes qui disaient « Oh là là, il va encore lancer son cri qui est formidable sur il faut que l'État bouge, que l'on fasse quelque chose, il y a trop de gens qui sont sans logement, etc. » L'abbé Pierre s'est assis et dans un silence absolu, il a tapé sur la table, comme moi à l'instant, et il a dit à tout le monde « Assez, assez d'accuser les patrons, d'accuser l'État, d'accuser l'Europe. » Et en montrant son doigt face au public, « Et toi, que fais-tu » Je crois que tout est résumé là-dedans. C'est-à-dire, chaque chrétien doit se dire, oui, bien sûr, il peut critiquer des actions des pouvoirs publics, il peut critiquer des choix politiques, c'est son rôle, et il doit le faire. Mais la vraie responsabilité du chrétien, c'est de se dire, mais et toi chrétien, que fais-tu ? Ce qui veut dire que aussi en économie, il doit y avoir une morale. Complètement.
En tout cas, le chrétien ne peut pas ne pas agir sans morale, parce que toute activité humaine, de toute façon, fait référence à une morale. Alors en économie, d'autant plus. C'est-à-dire que tout le message de l'Église, même les messages les plus récents sur l'écologie ou sur la mondialisation, sur le commerce, l'Église dit toujours « la mondialisation n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle dépend de ce que tu en feras ». Et c'est là, justement, où nous avons une morale à tenir, un sens à donner. Nous sommes tous responsables de nos frères. C'est ça le rôle du chrétien, d'agir en tant qu'ouvrier, en tant qu'agriculteur, en tant que dirigeant. Quel que soit son niveau, on peut agir en tant que consommateur, en tant qu'épargnant, en tant qu'investisseur. On a un petit rôle, aussi petit soit-il, mais il peut être moralement défendable ou critiquable. Quand on achète simplement du chocolat ou du café, eh bien c'est différent si on achète du café de produits solidaires ou si simplement c'est pour enrichir une multinationale. Est-ce qu'on pourrait donner une sorte de ligne morale directrice d'un bon acteur économique chrétien ? C'est une question difficile, mais on pourrait quand même donner sur les deux principes de base de tout l'enseignement économique et social de l'Église, qui est le bien commun, c'est-à-dire l'intérêt général, et le souci des plus fragiles. Donc je crois que quand on a ces deux valeurs systématiquement dans notre raisonnement, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient. Voilà, l'économie, donc d'une certaine façon la recherche d'un meilleur niveau de vie, d'une meilleure richesse, d'une plus grande richesse, mais à condition que ça profite à tous, donc le bien commun, peut-être en protégeant aussi les ressources naturelles, j'imagine. C'est le bien commun. C'est le bien commun, que la terre nous appartient à tous. Et donc, c'est la recette, en même temps, en s'occupant des plus faibles, de façon à ce que le pauvre ne reste pas à la porte. Tout à fait. Et le pauvre n'est jamais un fardeau, c'est une richesse. C'est une des rares phrases qui choquent souvent beaucoup de gens que l'Église donne, mais qui est quelque chose de vrai. Lorsque l'on aide le pauvre, on peut aussi s'aider soi-même et créer quelque chose. Eh bien, merci beaucoup. Notre prochain épisode sera consacré aux théories économiques, où on expliquera les différentes théories économiques, parce qu'à partir du moment où il y a une science économique, il y a aussi beaucoup de théoriciens qui essayent d'y appliquer un certain nombre de règles, et on verra que ces règles peuvent être différentes les unes des autres. Le sens de l'écho. Philippe Senot a publié un livre sur l'enseignement économique et social de l'Église, intitulé justement « L'enseignement économique et social de l'Église », avec comme sous-titre « Comment dire sa foi dans le monde économique » et « La voie prophétique de l'Église pour donner du sens à l'économie au XXIe siècle ». La préface est de Monseigneur Habert, évêque de Bayeux-Lisieux. Le livre est publié chez Beauchesne Éditeur. L'ensemble des droits d'auteur va au séminaire pour la formation des prêtres. Et puis je précise que Philippe Senot est, comme on l'a dit, professeur agrégé d'économie, mais il est installé dans le département de l'Orne, où il a dirigé un lycée secondaire et technique, exercé 2 mandats de conseiller départemental de 2008 à 2021, occupant notamment le poste de vice-président de la commission économique, agriculture et numérique. Il était également, quand il était en activité, formateur à l'Institut de formation pédagogique de Normandie et au CETH, Centre d'études théologique de Caen.